Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse spéciale Playoff NBA 2017. Je vous propose qu'on s'intéresse à la série entre les Toronto Raptors et les Cleveland Cavaliers. Dans ce format, en 5 minutes, vous aurez toutes les clés pour comprendre quels sont les rapports de force et qui peut espérer l'emporter dans cette demi-finale de conférence Est. Alors, pour que vous compreniez bien les rapports de force, je vous propose un très rapide diagnostic. Les Cavs sont la 3e meilleure attaque de la NBA, opposée aux Raptors, 8e meilleure défense de la ligue. A contrario, les Cavs cette saison ne sont que la 22e défense de la NBA, là où l'équipe de Toronto est la 6e meilleure attaque. L'attaque des Cavs a le 2e plus haut taux d'utilisation du tir à 3 points de la ligue juste après les Rockets, puisque dans 40% des cas côté Cleveland, on va tenter un tir à 3 points au-delà de la ligne. Donc on est une attaque côté Cavs extrêmement dépendante du tir à 3 points. Et on le fait en intelligence parce qu'on a le 2e meilleur pourcentage de réussite à 3 points de la NBA à 38,4%. On retrouve du côté de Cleveland ce qu'on retrouvait du côté des Rockets, c'est-à-dire une attaque relativement binaire, relativement bipolaire, avec soit du tir à 3 points en volume et en réussite, soit des paniers près du cercle avec une excellente réussite, puisque vous voyez que côté Cleveland, on a la 2e meilleure réussite de la NBA pour les paniers tentés dans la zone restreinte, donc c'est vraiment tout près du cercle, à moins d'1 mètre du panier, à 64,7% de réussite. Donc on est vraiment, côté Cavs, une équipe d'adresse au tir. Ça se confirme avec cette répartition, cette shooting chart de cette équipe des Cavs. Vous voyez que au-delà de la ligne, on est en jaune, orange, voire rouge de tous les endroits du terrain, sauf dans l'axe panier-panier, et que idem dans la raquette, on a un orange donc qui situe cette équipe de Cleveland à un pourcentage au-dessus de la moyenne NBA. Il y a juste effectivement dans la zone peinte, dans la raquette, dès qu'on est en dehors de la zone restreinte, donc en dehors de cet arc, où la réussite n'est pas tout à fait au rendez-vous, mais sinon globalement, côté Cavs, on est vraiment une équipe de réussite d'attaque, de réussite au tir. Comment ça match avec la défense des Raptors? Eh bien les Raptors c'était pourtant la 6e meilleure défense de la ligue, ils ne sont que la 12e défense pour la contestation des tirs à 3 points et ils ne sont que la 17e défense pour la contestation des tirs tentés tout près du cercle, ces fameux tirs tentés dans la restricted area, dans la zone restreinte. Donc, opposé, ici c'est la shooting chart défensive de ces Raptors, on voit que effectivement ils laissent les adversaires directs avec un pourcentage relativement correct près du cercle et relativement fort, voire très fort au-delà de la ligne à 3 points. C'est d'autant plus important quand vous affrontez cette équipe de Cleveland d'être en capacité de bien contester les tirs à 3 points, de bien contester les tirs de loin, parce que vous voyez que cette saison, dès que Cleveland s'est incliné, donc sur les 82 matchs c'était 31 fois, et bien le pourcentage à 3 points de cette équipe des Cavs a été inférieur à 35%, et ce qui est même encore plus spectaculaire, c'est que vous vous rendez compte que pour que Cleveland finalement arrache la victoire, eh bien ils ont besoin d'être à pratiquement 41% de réussite à 3 points. C'est un pourcentage de réussite qui est absolument énorme et entre guillemets Cleveland pour s'imposer est condamné à l'exploit, condamné à l'obtention d'une adresse au-delà de la ligne à 3 points qui est vraiment très élevé. Donc l'enjeu de la contestation du 3 points, il est absolument décisif dans cette série. Et à ce sujet, en tirant cette conclusion-là, eh bien on se rend compte que la défense des Raptors, elle n'est pas suffisamment en capacité de contester les tirs de loin pour pouvoir vraiment peser dans la série. Et le premier bilan qu'on peut tirer, c'est qu'il y a une domination offensive des Cavs, ce que Cleveland fait très bien. Les Raptors ne sont pas en capacité de bien le contester. Et ça s'est vu dans les 2 premiers matchs de la série, où cette équipe de Cleveland a tourné à des pourcentages de réussite absolument insolent, notamment à 3 points, et au final sur les 2 premiers matchs, vous voyez que côté Cavs, on a été à 48% de réussite au-delà de la ligne, injouable pour les Raptors.
Quid maintenant du rapport de force opposé? On a vu que cette équipe des Raptors a une bonne attaque, que Cleveland avait eu du mal à bien défendre cette saison. Et bien, sur le papier, il y a très clairement un avantage à l'attaque des Raptors, mais vous allez voir que cet avantage est en trompe-l'œil. Je m'explique. Quand vous analysez la structure de cette attaque des Raptors, ces fameuses play types, vous vous rendez compte, comparé à l'efficacité défensive des Cavs, qui est effectivement l'attaque ici en bleu des Raptors, a très souvent un avantage comparatif certain, voire énorme, sur la défense de Cleveland, ici en orange. Mais pourquoi tout ça est à relativiser? Parce que quand vous allez dans le détail et que vous analysez les composantes qui impliquent le plus de QI basket défensif de la part de votre adversaire direct. Donc les séquences qui pourraient piéger cette équipe de Cleveland avec sa mauvaise défense collective. On parle de la transition, on parle du pick and roll poseur de l'écran, on parle des hand-up, des main à main, des démarquages au panier, des cuts, des backdoors et des off-screen. Et bien quand vous additionnez toutes ces composantes qui pourraient mettre en défaut les Cavs, eh bien vous n'avez que 31,5% en moyenne de l'attaque des Raptors. Ça veut dire à contrario, ce que ces Raptors font le plus en attaque, eh bien ça implique un petit peu moins de mouvement et ce sont des éléments dans lesquels les Cavs vont être beaucoup plus à l'aise pour défendre. Je pense notamment aux isolations. C'est quelque chose que les Raptors déroulent beaucoup, surtout quand ils arrivent en fin de possession ou en fin de match, ça se crispe, il y a beaucoup d'isolation et voyez que pour la défense de l'isolation, les Cavs s'en sortent très bien. Pour la défense des tirs de champ, Toronto est une équipe qui aime tirer à mi-distance, qui aime aussi relativement tirer à 3 points, et bien Cleveland va défendre très très bien les tirs de loin. Sur les séquences au poste bas, les Cavs vont aussi pas trop mal s'en sortir. Sur les claquettes, ils vont pas trop mal s'en sortir. Il y a juste un point faible, c'est la défense du pick and roll porteur de balle, mais je vais nuancer. Pourquoi je vais nuancer? Parce que Cleveland sait très bien que face à eux, il va y avoir Lowry et DeRozan, des joueurs qui vont être très agressifs, ballon en main, sur des pick and roll. Et ça va être très facile à neutraliser côté Cavs, c'est ce que Cleveland faisait déjà contre les Pacers. Il va y avoir soit un changement sur l'écran, on va changer, comme ça conteste toute possibilité de prise de tir, et derrière on verrouille la raquette pour empêcher un drive, soit les Cavs vont faire un up and over, c'est-à-dire qu'on va en quelque sorte, s'il y a un écran, aller trapper le porteur de balle, un troisième homme va venir prendre le poseur de l'écran, et on va l'obliger à lâcher le ballon. Le porteur de balle va être obligé de lâcher la balle, et du coup, ces séquences en pick and roll porteur de balle que les Raptors aiment beaucoup faire, et sur lesquelles ils ont une belle réussite, eh bien elles vont être complètement neutralisées. Alors certes derrière les Raptors, ils vont pouvoir s'en sortir en trouvant le poseur de l'écran, c'est ce qu'on leur a vu faire pas mal de fois avec Ibaka notamment, mais au final, vous avez 25 d'un côté, 5 de l'autre, ça n'a plus rien à voir. D'une manière générale, la structure de l'attaque des Raptors, elle est beaucoup trop statique pour mettre en danger cette équipe des Cavs. Pour battre les Cavs, il n'y a pas 36 solutions. Il faut bien contester les tirs à 3 points et à contrario obliger Cleveland à défendre très dur et à défendre dur de manière collective. Ça veut dire faire circuler la balle pour faire bouger la défense et pour mettre les défenseurs de Cleveland face à leurs limites défensives. Et quand vous analysez le volume de passes généré par cette équipe des Raptors, donc c'est pas les passes décisives, ça c'est vraiment les passes, la circulation du ballon, et bien vous vous rendez compte que les Raptors ont l'un des plus faibles montants de passes en moyenne par match, donc c'est une équipe qui fait peu circuler la balle, et quand vous rentrez dans le détail, c'est la plus faible équipe de la NBA pour ce qui est du potentiel de passes décisives créées. Donc autrement dit, côté Raptors, on mise beaucoup sur les exploits individuels, on mise beaucoup sur des exploits de Lowry, sur des exploits de DeRozan. Ça passe en saison régulière et c'est pour ça que les Raptors, ça fait 3, 4, 5 saisons qu'ils ont un bon bilan en saison régulière parce que
Quand vous jouez les 20 plus faibles défenses de la ligue et toute une flopée d'équipes de l'Est qui sont très très faibles, eh bien ça suffit. Vous pouvez vous baser sur les exploits individuels. L'équipe en face n'a pas le temps de vous scouter, n'a pas le temps de mettre en place des schémas très précis. Et finalement, les exploits individuels suffisent pour l'emporter. Mais dès qu'on arrive en play-off, dans les derniers carrés, dans une opposition face aux meilleures équipes qui s'adaptent et qui savent très très bien quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses, eh bien le Hero Ball montre ses limites. Et voyez même que cette équipe des Raptors c'est également la plus faible équipe de la ligue pour ce qui est des points créés à partir d'une passe décisive. Donc le ballon est beaucoup trop statique côté Raptors pour espérer créer suffisamment de danger pour mettre en défaut cette défense des Cavs. C'était exactement pareil avec les Pacers. Les Pacers avaient un jeu très statique, il y avait beaucoup de séquences où il y a un joueur balle en main, les 4 autres sont figés, et ça les Cavs savent très très bien le défendre parce qu'il n'y a rien de plus simple dans le basket NBA que de défendre une isolation. Vous surchargez complètement du côté où il y a le ballon, comme à l'opposé du ballon, ça ne bouge pas, ça ne crée pas de danger. Eh bien, les défenseurs qui défendent sur ces joueurs-là sans ballon, eh bien, ils peuvent tranquillement venir aider. Ils savent très bien que leur joueur ne va rien tenter, et c'est exactement ce que les Cavs font face aux Raptors. Et c'est pour ça que cette équipe des Raptors, elle n'a pas la structure d'attaque pour mettre en défaut la défense de Cleveland, qui n'est pourtant pas excellente, mais qui fera très très bien le travail face aux Raptors. Et là où sur le papier, dans l'analyse des stats, il y avait a priori un gros avantage Raptors, il y a en fait dans la réalité une défense de Cleveland qui match très 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 bien avec cette équipe de Toronto. Et ça s'est vu sur les 2 premiers matchs de la série où cette équipe de Cleveland a été pratiquement à 1,2 points par possession, ce qui est un montant absolument énorme. Là où défensivement, ils ont encaissé à peu près 1 point par possession. Donc on a d'un côté une attaque des Cavs qui a tourné à plein régime en bombardant à 3 points, et de l'autre une attaque des Raptors qui a eu toutes les peines du monde à aller trouver des paniers à haut pourcentage face à Cleveland. Cleveland a donc toutes les armes en main pour dominer cette équipe de Toronto et triompher dans ces demi-finales de conférence. Après, rien n'est encore joué. On a vu, il n'y a pas plus tard qu'au premier tour, des équipes revenir d'un déficit de 2 victoires à 0. Les Raptors savent très très bien à quoi s'en tenir, trouver plus d'efficacité en attaque et réussir à contester les tirs à 3 points de Cleveland. Merci de votre fidélité, je vous dis à très bientôt et que la force des playoffs soit avec vous.